Bien, bonjour à toutes les personnes qui sont ici, ainsi que les personnes en ligne. Donc, ce que je vais vous présenter, se situe un peu, disons, vers le début de la période qui a été décrite par Marvin précédemment. Donc, on continue d'être à l'ETNA. Et donc, il s'agit en fait d'un travail qui a été en quelque sorte déclenché par l'arrivée de Marvin il y a 1 an et demi qui a soulevé notre appétit pour le 19e siècle de l'Etna et en particulier donc pour moi les travaux géodésiques. J'avais connaissance de ces travaux. Par contre, je n'avais pas connaissance des travaux de Léonce Élie de Beaumont. Je vais bientôt aller fouiller dans les caves de la Société géologique à la recherche de ces angles. Par contre, on connaissait déjà assez bien les travaux du baron Sartorius von Waltershausen en raison de son ouvrage considérable Der Etna, qui a été publié donc après sa mort et qui est une somme concernant l'Etna, mais finalement une somme plus orientée vers la volcanologie, vers les connaissances des coulées de lave, des produits, que vers les raisons initiales qui avaient fait voyager Sartorius à l'Etna à partir du mi-temps des années 1830. Et ces raisons initiales, c'était d'aller faire des mesures tout au début de magnétisme terrestre. C'était un étudiant de Gauss et il allait là-bas d'abord pour faire ce type de mesures, mais très vite, il a évolué vers un intérêt pour la volcanologie et en particulier donc pour la réalisation d'une carte de l'Etna qui serait une carte bien meilleure que tout ce qui existait, et ça a été le cas très largement. C'est une carte qui, on va la voir à la fin, est encore extrêmement utile aujourd'hui. Enfin, je pense qu'elle, d'ailleurs, elle a été très peu utilisée jusqu'à présent, et c'est sans doute peut-être dans l'avenir qu'on va lui trouver encore un plus grand intérêt. Oui, donc ce travail est réalisé avec plusieurs collègues, et notamment Francesco Privitera, qui était à la retraite maintenant, mais qui était le surintendant pour les biens culturels de la province de Catane, et donc il y a une connaissance extraordinaire de tout le patrimoine culturel de la région et de la région elle-même. Donc avec Francesco, quand on cherche sur le terrain des points mesurés autrefois, il y a bientôt 200 ans, par Sartorius, quand on cherche des renseignements sur des familles qui ont pu jouer un rôle dans ce travail, c'est grandement facilité parce qu'il connaît la moitié des habitants de la région, donc de la province, donc c'est quand même extraordinaire. Alors ça, c'est le résumé que j'avais envoyé, que vous retrouverez sur le site de la conférence. Donc on est en Sicile, Marvin en a parlé précédemment. Ah oui, vous voyez la Sicile, et ici, vous voyez s'éclairer des points, c'est les points géodésiques dont il va être question. Donc on va se promener dans cette région-là, autour de l'Etna, à la fois près du sommet, on parlera un petit peu de questions qui concernent la région la sommitale, mais l'objectif de Sartorius von Waltershausen était de faire une carte de l'ensemble du territoire de l'Etna, c'est-à-dire toutes les régions couvertes par des coulées de lave. Donc ça signifie aller tout autour de l'Etna jusqu'à la base du massif volcanique, et même en l'occurrence pour faire la géodésie, grimper sur les reliefs qui entourent l'Etna pour avoir des points de référence, disons, élevés sur ces promontoires extérieurs au massif volcanique, simplement pour des raisons d'intervisibilité entre les points géodésiques. Donc, le contenu de ma présentation, alors ça, c'est pas l'ordre, c'est le contenu, c'est-à-dire je vais parler de différentes manières de 7 choses.
des personnages. Les personnages qui se situent avant, c'est-à-dire même plus d'un siècle avant les travaux de Sartorius von Waltershausen, mais ensuite les personnages contemporains de ces travaux et les personnages qui ont suivi ces travaux pour montrer un petit peu comment ça va se situer. Et bon, les personnages qui précèdent, on va voir qu'ils ont un rôle dans les idées qui ont servi de base aux idées de Sartorius vis-à-vis de la fabrication d'une nouvelle carte. Et puis, ce qui est après, eh ben, ça va nous servir à nous, avec Francesco Privitera, avec d'autres collègues italiens, pour remonter aux travaux de Waltershausen, parce que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas réussi à accéder à l'archive, à son archive, véritablement. Mais on a connaissance, alors nous aussi, d'un nombre de cartons importants de Gauss non ouverts à l'université de Göttingen. Et puis, il y a d'autres documents aussi à Berlin qu'on a identifiés. Mais on n'a pas vraiment trouvé jusqu'à présent les documents qui servent de base au travail que je vais montrer. Et par contre, il est possible que certains documents soient détenus ou aient été détenus par les Italiens qui ont suivi Sartorius, c'est-à-dire qu'on fait la géodésie après l'unité de l'Italie à partir de 1860 et puis jusqu'au début du XXe siècle. Et il y a des travaux qui se sont appuyés sur le travail de Sartorius. Et donc, on est en train, c'est un travail, ce que je vous présente, c'est un travail qui démarre vraiment il n'y a pas longtemps. Donc, beaucoup de choses sont encore fragmentaires. Mais vous voyez que nous, pour accéder à ça, on a le besoin de chercher les voies d'accès à la fois par ce qui précède, ce qui est contemporain et ce qui suit. Je parlerai des instruments de mesure brièvement. Je parlerai de la base, disons, d'étalonnage des longueurs. Quand on fait un réseau géodésique, il faut une distance de référence et ensuite on va propager cette distance de proche en proche, puisqu'on va faire des mesures ensuite d'angle. Et une fois qu'on connaît la longueur d'un côté d'un triangle et les angles, on peut propager on connaît les autres longueurs de côté et ainsi de suite. Donc les réseaux géodésiques jusqu'à très récemment, enfin, jusqu'à l'arrivée du GPS en fait, c'était, enfin non, jusqu'à l'arrivée des mesures de distance avec des distances mètres électroniques dans les années 50-60, ça exigeait préalablement la mesure d'une longueur de référence. Ensuite, on propageait dans le réseau. Donc, c'est quelque chose d'important dans la géodésie. Je parlerai des points du réseau géodésique qui sont, vous verrez, à la fois des points qui sont stationnés physiquement avec les appareils, et également des points qui sont visés. Par exemple, certaines croix en haut d'églises n'ont pas été stationnées physiquement, ils ont été visées et recoupées depuis plusieurs points au sol. Je parlerai un peu des données, donc les données qu'on n'a pas, sauf on a des bribes de données qui se trouvent dans certaines publications. Mais voilà, en fait, j'aimerais bien arriver à avoir accès aux données véritablement, mesures d'angle, pour recalculer ces données. Et puis, les difficultés rencontrées par les équipes donc, à l'époque. Et puis, je parlerai un petit peu de la carte et de ses usages. Donc, les personnages, j'ai donné une liste ici qui était déjà dans la présentation du 10 mars de Francesco Privitera. On démarre finalement un siècle avant Sartorius avec la première carte un peu précise de la Sicile de Samuel von Schmettau, qui était autrichien, et puis après on va évoluer vers Sartorius en passant par donc deux personnes importantes, là, Recupero et Hoffmann. Et puis ensuite, donc, les personnes qui ont suivi, ce sont en particulier le géodésien De Vecchi, dont on parlera. Donc, von Schmettau avait réalisé en 1721 une carte de la Sicile qui était publiée à Vienne 2 années plus tard. Et alors, il y a beaucoup de cartes de la Sicile qui ont existé auparavant, hein, depuis au moins 2 siècles avant von Schmettau, mais ça, c'est la première carte véritablement précise de la Sicile, pas distordue. C'est-à-dire que si vous prenez cette carte et vous la superposez aujourd'hui, vous la prenez, vous la mettez comme ça sur Google Earth, vous essayez de la superposer, ça marche pas mal, il n'y a pas beaucoup de distorsion. Et les éléments majeurs, les fleuves sont aux bons endroits, certains axes de communication aussi, mais c'est une carte à l'échelle de la Sicile, ce n'est pas une carte à l'échelle de l'Etna, donc elle ne comporte pas de détails, pas beaucoup de détails au niveau de l'Etna. Bon, ça c'est un zoom au niveau de l'Etna, et voilà.
qui n'est pas de très bonne qualité en plus, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de détails. Alors, il y a eu beaucoup d'autres cartes, hein, j'ai parlé de celle-là, parce que, il y a beaucoup d'autres cartes après celle-ci, donc de 1723, jusqu'à un siècle plus tard, y compris des cartes qui ont été évoquées tout à l'heure, faites par les Français, mais jamais quelque chose de très précis. Et aussi, rarement des cartes qui s'intéressaient à la volcanologie ou à la géologie, enfin, à l'objet Etna. Et le chanoine Recupero, qui est un scientifique important donc de la fin du XVIIIe siècle à Catane, et quelqu'un qui s'est intéressé, parmi les premiers à s'intéresser à l'Etna en tant que machine géologique, et qui en particulier éprouvait le besoin d'avoir une carte qui rende compte de cette géologie et même de minéralogie de l'Etna. Et donc, il a lui-même réalisé des cartes beaucoup plus détaillées qui mettaient en avant, cette fois-ci, le volcan, certaines coulées de lave importantes du volcan. Et puis, c'est aussi sans doute le premier ou un des premiers à avoir eu un regard spécifique sur ce qu'on appelle la vallée del Bove, et Marvin l'a évoqué déjà tout à l'heure, cette grande dépression de 6 sur 10 km, qui est un effondrement majeur qui est situé à l'est de l'Etna, dont l'origine a été discutée très longtemps au cours des siècles passés, même au cours des décennies passées. On a des idées plus claires à présent, mais il y a encore des zones d'ombre sur la genèse de cette vallée. Toujours est-il que c'est une vallée qui, à la fois, est un livre ouvert sur l'Etna ancien, les dikes, qu'on peut observer dans la vallée d'Elbov, c'est extrêmement précieux pour la compréhension de l'Etna ancien et également l'ensemble de la morphologie. Et puis, c'est aussi une zone de l'Etna, toute la partie est de l'Etna qui glisse vers l'est. Il faut avoir conscience que, disons, la zone est de l'Etna, c'est dans toute l'Europe, c'est la zone qui a les vecteurs moyens de vitesse les plus anormaux par rapport à la vitesse de la plaque eurasiatique. On est plus, quand on est en Sicile, on n'est plus sur la plaque eurasiatique, on est presque sur la plaque africaine, mais on a des anomalies de vitesse tout à fait considérables, séculaires, hein, dans le pense séculaire du flanc est de l'Etna. C'est comme si on avait un glissement de terrain géant qui se produit dans toute la partie est de l'Etna, avec des limites qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui. Ça, c'est extérieur à mon discours d'aujourd'hui. Alors, ensuite, arrivent les Allemands qui s'intéressent à l'Etna, même, mais plus qu'à l'Etna, enfin, la géologie et à l'évolution, à la géophysique, je dirais, de la planète. On a eu au tournant au 19e siècle. Et donc, une des personnes qui a travaillé sur l'Etna, c'est Friedrich Hoffmann, qui a fait une carte géologique de la Sicile, qui incluait l'Etna, et qui a présenté ses travaux dans un ouvrage publié en 1932. Et donc, c'était un personnage important en Allemagne que Sartorius, le jeune Sartorius, qui avait donc 24 ans, là, avant son premier voyage à l'Etna, est allé consulter pour lui demander des conseils sur ce qu'il pouvait faire à l'Etna. Enfin, outre le fait de faire du magnétisme avec les instruments de Gauss, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre intéressant à faire? Donc, Sartorius, de sa propre initiative, est allé voir Hoffmann à Berlin, il a fait le voyage de Berlin. Ce n'est pas Gauss qui serait allé à Berlin, qui se déplaçait pas volontiers, Sartorius, oui. Et donc là, Hoffmann lui a dit il faut faire une carte précise de l'Etna, ma carte, celle de 1932, n'est pas assez précise. On ne peut pas travailler avec ça. Enfin, pour avancer dans les connaissances
géologique et même tectonique de l'Etna. Et donc, en fait, il se trouve qu'un autre jeune géodésien avait prévu de faire ça. Il s'agissait de Heinrich Westphal, qui avait, vers 1829, réalisé une carte très précise de Jérusalem et des alentours. C'était de la belle géodésie, et qui devait faire ça, mais qui est mort prématurément, justement, lors du voyage de reconnaissance qu'il faisait en Sicile. Enfin, il est mort de maladie. Et donc, c'est Sartorius, finalement, qui a repris le flambeau de cette activité. Alors, Sartorius, lui, était né à Göttingen et il a étudié ensuite les maths et les sciences naturelles à l'université de Göttingen. Et c'était quelqu'un qui était né dans une famille assez riche de la ville, et le père de Sartorius était un ami de Goethe. Et Goethe, en fait, était le parrain de Sartorius von Walterhausen. Donc, il n'est pas exclu que Goethe, qui était allé lui-même à l'Etna en 1787, voyager et écrire un livre remarquable sur son voyage à l'Etna, en Sicile, pardon, l'ait encouragé à visiter cette région. Toujours est-il que donc, Sartorius connaît Gauss, comme j'ai déjà dit, et se met à participer, enfin être sollicité pour faire des mesures du champ de magnétisme terrestre. Une époque où les magnétomètres s'amélioraient rapidement. On avait en 1932 vu apparaître les magnétomètres à aiguille qui facilitaient beaucoup la mesure de la déclinaison horizontale du champ. Et donc ça, c'était précieux pour faire des mesures facilement sur le terrain et ensuite donc pour construire les cartes. Parce que, évidemment, ça permettait d'orienter les cartes par rapport à ces observations. Et donc, d'autre part, Gauss s'était entouré, au cours de sa trajectoire à lui, outre son activité de mathématicien, à un moment donné, pour gagner de l'argent, il est devenu géodésien, vraiment pour gagner du fric, pour le cadastre. Mais comme il était fort, il en a profité pour pas que gagner de l'argent, mais faire évoluer la science géodésique. Et donc à la fois la vision de la géodésie et la manière de calculer des données géodésiques, je vais y revenir, mais aussi les instruments de mesure. Ça, c'était lié à l'existence, disons, foisonnante en Allemagne de lieux et de groupes qui étaient ce que j'appelais ici des ingénieurs-chercheurs, déjà à l'époque, qui savaient faire des appareils remarquables, à la fois optiques et mécaniques, et qui savaient aussi faire des appareils portables. Parce que les Français, et aussi, même au siècle précédent, avaient fait des appareils tout à fait remarquables, mais la portabilité du matériel, ce n'était pas le fort des Français. Et donc, l'appareil de droite, là, c'est un cercle répétiteur de Borda. C'était des appareils qui étaient utilisés au XVIIIe et même au début du XIXe siècle. Par exemple, dans l'expédition géodésique de Morée, donc les Français dans le Péloponnèse, en 1828, après la bataille de Navarin, Pylos, en 1827, il y a eu cette expédition française en Morée, et une partie de l'expédition, c'était la géodésie, et le capitaine Pierre Pétier, qui était parti là-bas, il était parti avec des appareils du type de celui de droite, un petit peu encombrant, d'une part, et donc pas très moderne, héritier de savoir-faire du siècle précédent, et aussi différent du point de vue philosophique de l'appareil de gauche, qui est lui un théodolite fabriqué par Hertel. Donc, en fait, un des collaborateurs, enfin des personnes avec lesquelles Gauss était en contact, donc Hertel, qui avait dans un premier temps développé son entreprise à Munich avant de revenir à Göttingen. Et donc, en fait, une autre particularité, outre la différence de technologie, et l'appareil de gauche, le théodolite, il ressemble extraordinairement au théodolite qu'on utilise encore aujourd'hui. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a pas de différence philosophique vraiment entre les appareils d'aujourd'hui et celui qu'on voit à gauche. Il y avait aussi une différence mathématique dans l'usage de ces appareils. L'appareil de droite, ça s'appelle un cercle répétiteur parce que la philosophie des Français, avant la Révolution et après la Révolution, donc après la création de l'école polytechnique et donc les officiers qui sortaient de l'école polytechnique et faisaient la géodésie,
était resté dans l'idée que, avec ce cercle répétiteur où on allait répéter de façon mécanique des mesures de différence d'angle, vraiment en faisant tourner l'appareil, disons par exemple 20 fois, on allait moyenner 20 mesures. C'est comme ça qu'on allait améliorer la précision, gagner une décimale par sommation de mesures et donc sommation d'erreurs. Et à droite, le théodolite, et l'idée derrière le théodolite, c'est qu'on va faire une mesure optique. Ensuite, on va tourner le théodolite, on va faire la mesure en ayant tourné donc 180 degrés et de 90 degrés l'optique. On va faire une nouvelle mesure et on recommence. Et ensuite, on va ajuster les données par moindre carré. Les moindres carrés, c'est une technique sur laquelle avait travaillé Gauss. Gauss avait publié, il n'est pas le seul à avoir publié des traités sur les moindres carrés au début du XIXe siècle, mais l'idée de Gauss, c'est on va utiliser des appareils plutôt simples et après, par calcul, on va ajuster les données, alors que les Français, l'ajustement des données, il était fait par des méthodes mécaniques, finalement. Donc, il y avait quand même derrière une philosophie un peu différente sur ces questions-là. Alors, le premier voyage en Sicile a eu lieu entre 1835 et 1837, et c'est un voyage de découverte. Et en fait, Sartorius, très vite, monte à l'Etna. Il veut aller, un peu comme tous les visiteurs du Grand Tour qui l'ont précédé depuis 40 ans, il veut d'abord aller voir là-haut qu'est-ce qui se passe. Donc, il fait l'ascension tout de suite, il rencontre les guides et les personnages déjà importants à l'époque, disons, de la montagne. Il y avait déjà du tourisme un petit peu. Et puis ensuite, il se met au travail à la fois sur le magnétisme, c'était son boulot de base pour sa mission, et puis il prépare la mission de géodésie en créant une base, cette fameuse base donc, qui va donner les distances à tout le réseau, sur la plage du côté est de l'Etna, là, près d'un village qui s'appelle Giarre. Là, en rouge, on voit un petit segment qui est la base qui a été mesurée. Donc là j'ai pris Google Earth et j'ai projeté, on voit l'Etna au fond. À gauche, on voit la ville actuelle de Giarre et le port de Riposto. Et puis sur la droite, on voit deux petits points jaunes là, qui sont les deux extrémités de la base, l'endroit où se trouverait aujourd'hui si elles existaient encore. En fait, cette base a été rapidement détruite. En fait, déjà, lors de sa deuxième visite, après 1838, il a retrouvé les points, mais qui étaient endommagés. Ensuite, ils ont disparu très rapidement. Donc ça, c'était déjà, ça commençait mal, ces affaires de géodésie, parce que le choix de la base n'est pas très astucieux, quoi. Quand on fait une base, on essaye de faire quelque chose qui va être pérenne et pas quelque chose sur une plage. Mais vraisemblablement, alors on ne trouve pas, pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans les documents écrits par Sartorius pourquoi il a fait ça. Disons, après, dans ses livres, il s'excuse un peu d'avoir fait ça et que ça ait disparu si vite, mais il ne dit pas vraiment pourquoi il a fait ça. Vraisemblablement parce qu'il habitait à Giarre, qu'il était logé là et que ça lui était commode de descendre là à pied ou avec une mule qui portait le matériel et puis avec ses collaborateurs pour faire ces mesures ici, mais aussi parce que depuis cette plage-là, effectivement, depuis cet endroit de la côte de l'Etna, on voit très bien l'Etna. On voit très bien l'Etna, donc c'est vraisemblablement la bonne raison, la vraie bonne raison qui fait que cette base a été mise là et pas ailleurs. Ensuite, il repart, en fait, d'abord il tombe malade après le premier voyage, à la fin et il repart en Allemagne, et en 1838, il revient, et cette fois-ci, alors la première fois, il était allé avec un astronome géodésien qui s'appelait Listing, et là, il revient cette fois-ci avec un autre géodésien astronome qui s'appelle Peters, et donc ils arrivent à Palerme en octobre 1938. Et alors d'abord, ils remontent à l'Etna tout de suite, là, c'est en octobre, donc si on veut aller au sommet, il ne faut pas trop traîner, après il y a la neige. Ils commencent par aller se promener à l'Etna, et puis après, il se remet au travail et en redémarrant avec sa ligne de base, donc en finissant le travail sur la ligne de base, et puis peu à peu en créant les points géodésiques que je vais montrer après. Au cours du second voyage, il va faire la connaissance de pas mal de personnes, et notamment un homme qui va jouer un rôle crucial dans la carte. C'est un artiste dessinateur qui s'appelle Francesco Saverio Cavalleri,
Vallari, qui est de Palerme, il n'est pas de Catane, mais qui est un artiste extraordinaire, et c'est lui qui va dessiner en pratique la carte. Et donc, le réseau, comme je disais, ça va être des points et des lignes, mais donc d'abord des points qui sont les points stationnés, c'est là où il va avec son appareil de mesure. Donc, ces points, ça peut être soit des points sur le sol, un rocher dans lequel on va planter un clou ou faire une croix gravée, ou alors, si ce n'est pas du rocher, certains endroits près du sommet de l'Etna, il y a des cendres partout. Donc, à ce moment-là, on plante à refus une tige dans le sol en espérant que personne ne va l'enlever les prochaines années. Puis à ce moment-là, on va se mettre en station avec le trépied et le théodolite à la verticale de la tige. Et puis, certains points sont des édifices. Ça peut être des terrasses d'habitation. Il y a eu 1 ou 2 points qui sont des terrasses d'habitation où il a été hébergé par des personnes du coin. Il y a au sud, là, il y a un endroit, il y a un château normand qui possède donc une tour qui est toujours là. Et il a occupé, il a mis un point sur la tour là, du château de Paternò. Donc, ça peut être le phare à Catane. Il y a le phare de Catane qui est stationné, le haut du phare. En fait, une bonne moitié des points, là, sont un peu plus même de la moitié, sont des édifices. Et puis, il y a les points visés qui s'ajoutent. C'est les points où qu'on ne peut pas stationner, parce que ça va être, par exemple, des coupoles d'églises ou des clochers, mais qui ont un intérêt stratégique en termes de géodésie, parce qu'ils vont permettre de fermer des triangles. Parce qu'après, il va falloir mesurer des angles, faire des triangles, et puis avoir de la redondance dans les triangles. Donc ça, c'est l'ensemble des triangles dont j'ai trouvé la trace jusqu'à présent. Donc, il manque encore des choses, parce que dans la région sommitale, on voit bien que j'ai pas il me manque des infos, parce qu'évidemment, sa carte elle couvre aussi le sommet de l'Etna, et vous voyez que ça ne ferme pas bien au sommet de l'Etna, donc je suis encore à la recherche. Il y a des renseignements que je n'ai pas sur la partie sommitale en particulier. Un axe important, enfin un sous-ensemble de points importants, c'est les points qui relient la ville de Catane au sommet de l'Etna, en passant par la petite ville de Nicolosi, là où avait commencé l'éruption de 1669. Et donc, là, j'ai mis des photographies. En bas, c'est la coupole du monastère des bénédictins de Catane. C'est vraiment le point de référence de la géodésie de l'Etna, à la fois en termes de coordonnées horizontales et aussi en termes de coordonnées verticales, le point de référence vertical qui a été utilisé ensuite pendant des décennies, qui a par exemple utilisé au moment où des scientifiques sont allés observer l'éclipse de 1870, là, la référence d'altitude et la référence horizontale était ce monastère des bénédictins. Et ensuite, au sommet de l'Etna, il y avait en fait un petit refuge qui avait été édifié au tout début du 19e siècle et sur lequel Sartorius a attaché à la fois un point géodésique qui a par la suite servi à faire des observations angulaires, mais il a attaché aussi des systèmes additionnels que j'évoquerai très brièvement, qui lui permettaient de faire des mesures altimétriques depuis Catane. En fait, il y avait une sorte de miroir, un miroir qui pouvait réfléchir les rayons du soleil et donc éclairer en direction de Catane. Et ensuite, donc, depuis Catane, on pouvait voir dans un certain moment de la journée ce miroir qui scintillait et à ce moment-là faire des mesures d'angle vertical par rapport à l'horizontale, mesurer l'angle vertical sur ce petit refuge situé à 2900 mètres d'altitude. Donc c'était astucieux, ça permettait qu'il n'y ait personne là-haut, il n'y a pas d'opérateur, on faisait une mesure directement sur un point scintillant. Alors il y a eu en 1863, donc il a fallu attendre 1863 pour que Sartorius daigne faire un papier scientifique qui donne quelques renseignements pratiques sur comment il a fait ses travaux géodésiques. Alors, il y a d'autres informations qui se trouvent dans son livre Der Etna, mais c'est des informations qui lui a été publiées encore plus tard, mais il y avait des bribes qui circulaient auparavant. Mais dans ce livre Der Etna que vous consultez, on a des renseignements c'est un peu une chronique de ce qu'il a fait au jour le jour, par semaine, donc c'est super intéressant, mais il n'y a pas de détails sur comment il a fait sa manip en pratique.
Alors, dans cet article, on trouve quelques renseignements. C'est là où j'ai pu trouver en haut le modèle de théodolite qu'il a utilisé. Donc voilà, en haut, il écrit j'ai utilisé un théodolite Hertel de 6 pouces. Donc après, j'ai cherché dans le catalogue Hertel de l'époque, j'ai pu trouver le seul théodolite de 6 pouces qui existait à cette époque-là. C'est celui que je vous ai montré sur la photo avant. C'est grâce à cet article, c'est le seul endroit où j'ai trouvé le modèle de matériel utilisé. Et puis, il montre aussi un exemple d'angle tel qu'il les mesurait et de la façon dont il compensait les données. En fait, donc ça, c'est intéressant parce que c'est sur un des triangles. Et à droite, la colonne de droite, c'est les résidus dans l'ajustement des différents angles du triangle. Et donc, ça permet d'avoir une idée de la qualité de son travail. Et pour l'instant, c'est le seul endroit où j'ai pu me faire une idée, moi-même ai fait autrefois des mesures comme ça, de la qualité du travail, et c'est très bon comme qualité. Ça, ça provient d'un autre document qui a été publié il y a une quinzaine d'années par Karin Reich, qui a publié des correspondances entre Gauss et Waltershausen. Et elle a trouvé, alors je ne sais pas comment, de quelle manière, cette page qui est un exemple de mesure faite en 1840 de ces angles zénithaux là, entre les bénédictines de Catane et l'observatoire là-haut, enfin, le site, le refuge là-haut, où il y avait ce dispositif qui faisait scintiller à certaines heures en direction de Catane les rayons du soleil. On a écrit à Karine Reich, mais pour l'instant, qui ne nous a pas répondu. Et donc, on ne sait pas si elle le détient d'autres documents de ce type. Alors, il y avait pas mal de difficultés de travail à l'époque. Je les ai énumérées là, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a le fait que le mauvais état des routes et des auberges, enfin, ce n'était pas très facile de travailler, en particulier suivant les secteurs de l'Etna. C'est aussi peut-être pour ça que le partie est de l'Etna, comme vous avez vu, est beaucoup plus observé que la partie ouest, parce que c'était des zones plus éloignées et un peu moins développées. Enfin, il y avait quand même des auberges, mais c'était peut-être plus difficile pour son équipe de travailler. Le sommet, lui, bon, il y a ce refuge qui a été créé vers 1800, qui existe, mais il est inconfortable, humide. Les instruments sont toujours mouillés. Des fois, il y a de la buée à l'intérieur, donc c'est difficile de travailler là-haut. Et puis, il y a des maladies. Avec Peters, ils attrapent en particulier la variole. Ensuite, Sartorius fera d'autres voyages que je ne détaille pas ici, en 1861, 64 et 69. Et je ne les détaille pas, mais c'est quand même des voyages importants parce qu'en particulier celui de 61 et aussi celui de 64, c'est des voyages au cours desquels il a rencontré donc Devecchi, l'officier Devecchi, qui était disons, un vrai géodésien, plus que Sartorius, et qui a repris ensuite les travaux de Sartorius pour établir la première véritablement carte d'état-major de la Sicile. Alors justement, c'est donc Ezio De Vecchi, colonel d'état-major, puis général, il a été sénateur, il est devenu le président de la commission géodésique italienne, c'est-à-dire qu'après 1870, après la création de l'Union internationale de géodésie, qui aujourd'hui est une des unions qui se trouve à l'intérieur de l'UGGI, mais qui a existé 40 ans avant l'UGGI, cette commission géodésique internationale, après, commence à avoir des travaux importants et des échanges importants après la guerre de 1870. Et donc, De Vecchi, qui est déjà un senior à ce moment-là, et devient un personnage important de ces affaires-là. Et donc, ça crée une sorte d'unité conceptuelle entre les géodésiens européens, en fait, dès cette époque, avec des échanges à la fois de savoir-faire dans la manière de manipuler les données, mais aussi des échanges dans les instruments qu'on va utiliser en géodésie. Et à ce titre, c'est très étonnant de voir la médiocrité du travail de Fouquet en 1865, quand il va à l'Etna et qui travaille géodésique, et qui veut mesurer les pentes et faire ces cartes-là
à une échelle microscopique par rapport à ce qu'a fait Sartorius de son éruption. On a un Fouquet qui a l'air manifestement ignorant des méthodes géodésiques et des travaux géodésiques faits précédemment. Il connaît évidemment la carte, il s'en sert, mais visiblement, il est parti de Paris sans faire un saut à l'Observatoire de Paris pour demander des renseignements sur comment on fait vraiment la géodésie, ou sans faire un saut chez les officiers formés à l'école polytechnique qui savaient très bien faire la géodésie. Donc, ça ne discutait pas nécessairement beaucoup entre communautés scientifiques à cette époque-là déjà. Et donc Devecq, qui lui va écrire un article scientifique qui est important, enfin un article en 1866 qui est important et qui m'a servi, qui nous sert avec Francesco à trouver vraiment les points, parce que là, il dit où sont les points. Alors, certains points sont nouveaux, créés par lui, parce que le point de Sartorius n'existe plus en 66, mais quand il a pu récupérer les points de Sartorius, il les a récupérés. Et donc, pour certains points, par exemple, le phare là, de Catane, ou la maison anglaise, celle que je vous montrais précédemment au sommet de l'Etna, ça, c'est des édifices qui ont persisté. Et donc, c'est les mêmes points physiques qui ont été utilisés par Sartorius et Devecchi. Alors ça, c'est important parce que ça nous permet de raccrocher les réseaux géodésiques les uns avec les autres, quand on sait que le même point physique a été occupé. Donc ce travail de Devecchi est précieux. Et là, ce sont des angles mesurés par Devecchi avec les côtés, avec les angles et puis des distances en mètres. Et là aussi, c'est des éléments qui permettent aujourd'hui de travailler et de définir où est le réseau, mais même et donc d'aller sur le terrain, vraiment chercher les sites où doivent se trouver les repères. Grâce à ces mesures de distance, aujourd'hui, on peut, sur une carte moderne, établir, à partir du moment où on connaît un point, on peut à ce moment-là chercher les autres, de proche en proche. Je finis brièvement avec la carte et ses usages. Cette carte, elle est vraiment remarquable, hein. Je vous encourage à la regarder. C'est bluffant, la qualité de cette carte. C'est-à-dire que les objets sont restitués avec une précision horizontale. Une fois qu'on remet la carte, alors il faut la pivoter un peu. Elle n'est pas parfaitement orientée au nord, hein, cette carte. Et il avait beau avoir pris soin. Bon. Et puis, l'échelle, il faut un peu la rectifier, mais après, on peut la superposer dans des images Google Earth, ce que j'ai fait, ou sur des cartes. Et vraiment, ça colle globalement à l'échelle de. Alors, la carte, ce que j'appelle la carte, en fait, c'est un ensemble de feuillets, hein, il y a une dizaine, une douzaine. Et donc, si on en prend un, on va arriver à faire coller l'ancien sur le nouveau à mieux que 10 mètres, peut-être à 5 mètres de précision, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc, à ce moment-là, on peut vraiment les superposer, puis chercher, il y a des applications, sûrement beaucoup d'applications. Mon idée initiale, c'était de voir si j'allais trouver le glissement vers l'est de la côte est, puisqu'en presque 200 ans, à une vitesse qui est entre 5 et 10 cm par an de mouvement de la côte est, eh bien, je m'attendais à avoir, mettons que ça soit 5 cm par an, à ce moment-là, ça fait 5 mètres par siècle, et donc ça fait 10 mètres en presque 2 siècles. J'espère toujours, soit avec les coordonnées des points, mais ça c'est à condition de trouver les angles et de pouvoir refaire le calcul disons ex nihilo, quoi, tout le calcul, ou peut-être à travers la carte, mais ça j'y crois moins. Je me disais, tiens, je vais voir si je peux voir le mouvement vers l'est de la Sicile, tellement il est grand. Ça, j'ai un peu renoncé à cette idée parce que je vous ai dit 5 mètres, peut-être même 10 mètres, donc on n'est pas à 2 mètres. Ça ne va pas marcher à partir de la carte. Ça peut encore marcher si vraiment je retrouve les angles et que j'arrive à les recalculer. Par contre, si on regarde les cours d'eau, les cours d'eau, ils peuvent varier à l'échelle d'un siècle ou 2 siècles de façon très significative, à la fois pour des raisons naturelles ou pour des raisons anthropiques. Et donc ça, déjà, je me suis aperçu que très souvent, on trouve que les cours d'eau ont varié, ou on trouve que l'usage des cours d'eau a changé. Un peu, je vous montrerai. On voit déjà ici, il y a un cours d'eau en fait qui aujourd'hui il contient une route. On a le fond de l'Oued a été aménagé, et il contient une route. Ils ont dû trouver un dispositif pour évacuer l'eau de part et d'autre de cette route. En tout cas, ça a été utilisé pour ça. On arrive à retrouver des tas d'éléments qui sont intéressants soit sur l'aspect, disons, urbanistique de l'évolution, le peuplement de cet endroit, mais également, dans certains cas, sans doute, ça peut aider sur des aspects de géomorphologie.
en lien avec peut-être l'évolution des usages du terrain ou du climat même. On peut aussi s'intéresser à l'évolution du trait de côte. Est-ce que la côte est stable ou pas à l'échelle de 2 siècles? Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé pour l'instant. Et je ne suis pas sûr que ce soit un endroit très remarquable pour ça, parce que la côte jusqu'à cette ville de Riposte, elle est plutôt rocheuse, c'est-à-dire qu'il y a des coulées de lave dans la plupart des endroits qui se sont jetés dans la mer du fait de l'activité de l'Etna. C'est des endroits où la côte est un peu abrasée par la mer, mais lentement, donc elle évolue peu. Et puis après, depuis cet endroit jusqu'à Taormine, au nord, là, on a une côte plus sablonneuse, des endroits qui n'ont jamais été recouverts par de la coulée, mais elle n'a pas l'air, dans ce que j'ai regardé jusqu'à présent, on ne voit pas un grand changement. Ça, c'est donc quand on compare avant-après les principaux axes de communication. Beaucoup d'axes de communication se retrouvent. Ça, c'est un zoom sur la ville de Djar et le petit port de Riposte à l'époque. Aujourd'hui, c'est urbain partout. Hein. Et là aussi, on retrouve vraiment beaucoup d'éléments. C'est là où on peut effectivement, là tout à gauche, regarder comment le cours d'eau qui donc esquive le centre-ville de Djar existe toujours et peut-être un peu évolué. Et puis là, j'ai zoomé aux alentours de la base d'étalonnage que je vous ai montré tout au début, où on retrouve par exemple ici cette voie oblique là en bas. C'est vraisemblablement le chemin qu'empruntait Sartorius quand il se rendait le matin faire ses mesures de la base. Il passait par là. Aujourd'hui, ce chemin n'existe plus vraiment. Il faut faire un détour. Mais en fait, quand on regarde bien, on le devine dans les parcelles agricoles qui sont là. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un autre endroit ici, c'est sur cette diagonale-là, Catane-Etna, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, si on superpose les cartes de Sartorius et les cartes d'aujourd'hui, ça permet de faire pas mal de... ça rend beaucoup de services, en particulier pour lire les récits des voyageurs du Grand Tour. On a tous ces récits de gens qui vont de Catane au sommet de l'Etna, en passant par tel ou tel chemin. Et au fond, ce n'est pas toujours précis. Des fois, c'est même un peu inventé, comme Alexandre Dumas, par exemple, ou d'autres. Et la carte, cette carte qui est à peu près contemporaine, enfin, pas beaucoup plus ancienne que ces voyageurs du Grand Tour, que ces récits de voyageurs du Grand Tour, elle permet de resituer ces travaux-là. Et ça, donc, c'est quand on se remet, on met cette carte dans Google Earth, c'est par exemple là, ce qu'on appelle Casa Inglese. C'est une maison qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans les récits parce qu'elle a été ensuite détruite par une éruption en 1910 et on ne sait pas où elle était exactement. Mais en vérité, on le sait grâce à la carte de Sartorius. Et donc, beaucoup de personnes qui ont écrit, en fait, depuis 1860 jusqu'à aujourd'hui, s'ils avaient pris soin de regarder cette carte, ils éviteraient de dire qu'on ne sait pas où se trouvait cet endroit. En vérité, il suffit de le pointer sur la carte de Sartorius pour savoir à quel endroit il faut aller sur le terrain et se dire, ben voilà, 10 mètres sous moi, sous la coulée de 1910, il y a cette maison-là. Donc, c'est pour ça que je disais que cette carte, de mon point de vue, est juste au début de l'usage futur qui pourra en être fait. Et voilà, et je termine voilà, avec juste ce Francesco Pistoia qui lui aussi s'est appuyé sur les travaux de Sartorius, mais lui c'était pour présenter, pour fabriquer des plans en relief de l'Etna, dont un a été présenté en 1875 au deuxième congrès géographique internationale à Paris, et puis ensuite, 3 ans plus tard, toujours à Paris, à l'exposition universelle de l'Etna, donc un magnifique plan en relief hein, qui peut être, il se trouve à Rome, si le musée, je pense, de la Société géologique italienne, et qui est remarquable. Et là, c'est pour terminer avec Arnold von Laszlo, qui est l'homme minéralogiste qui, en 1880, s'est chargé, après la mort de Sartorius, de compiler ses travaux et de publier son manuscrit d'Eretna. Et donc, cette somme est fondamentale pour la compréhension de tout ce que je vous ai dit là, parce qu'elle contient cette chronique racontée par
Sartorius, qui avait sans doute bien écrit, puisque Laszlo a réussi à tout recompiler. Elle permet vraiment de comprendre globalement ce qui s'est passé, tout en sachant donc que dans cet ouvrage, par contre, les renseignements vraiment géodésiques, le fond de ce qui est derrière la carte est dissimulé. Donc aujourd'hui, ce qu'on a de vraiment solide, c'est la carte. Et pour l'instant, on n'a pas véritablement ce qui soutient la carte, quoi. Et c'est ça le travail qu'on a entrepris avec Francesco Privitera. Voilà. Merci. Pour ces deux exposés qui se sont très bien complétés et qui ont le mérite de montrer à quel point les travaux d'une qualité remarquable ont pu être faits au XIXe siècle avec des instruments qui étaient aussi tout à fait remarquables. Et cela dit, je passe la parole à la salle s'il y a des questions. Alors, ce que vous avez montré, c'est qu'il y a les cartes qui se sont faites sont approximatives, sont plus ou moins exactes. Alors, la question que je pose là, elle est un petit peu abrupte. Aujourd'hui, les cartes de Google Earth, est-ce qu'elles sont parfaites? Alors, ça dépend, parce que, par exemple, Charles Baudelaire, il vous dirait que oui, et c'est énervant. Vous savez qu'au début, il n'aimait pas, et à la naissance de la photographie, Baudelaire, ça l'embêtait parce que c'était trop exact, quoi. Ça ruinait la poésie, finalement. Et donc d'abord, Google, ce n'est pas des cartes, c'est des photographies. Ce sont des images, on appelle ça ce sont des images qui sont collectées par des satellites. Donc, ce sont des photographies. Donc, ça s'inscrit dans la tradition de la photographie que j'évoquais à l'instant. Ces photographies prises par les satellites, elles font l'objet de calculs géométriques, c'est-à-dire que le satellite, il voit le sol de manière oblique et il faut rectifier ça de manière à ce que ça soit dans une géométrie, disons, plane, enfin que ça épouse la forme de la Terre. Donc, localement, on va approximer les cartes, des objets plans qui vont approximer la forme de la Terre, avec des distorsions, qui sont des choses bien maîtrisées depuis longtemps. Mais donc les photographies, les images à Google Earth, aujourd'hui, je pense que c'est des objets incontournables, c'est du patrimoine de l'humanité. Je ne crois pas que ça va disparaître. Peut-être ça s'appellera autrement un jour. Mais donc, effectivement, on peut aussi dire que ce sont des cartes. Et ce sont des cartes vivantes, puisque même si vous allez dans Google Earth, vous pouvez maintenant changer d'image et voir l'évolution. Et alors, évidemment, il y a 10 ans, moi j'étais un peu critique vis-à-vis de ça, parce que c'était des images, on ne peut que se féliciter, mais j'étais critique de la géolocalisation. Donc je veux constater en Grèce ou à l'Etna que parfois les coordonnées de l'image Google Earth étaient inexactes, par exemple de 10 mètres, ou que d'un bloc à l'autre dans Google Earth, on avait des sauts. Par exemple, on suivait une route, puis on changeait un moment d'image, ça sautait un peu, et ces problèmes se sont estompés d'une manière remarquable, et aujourd'hui, les documents Google Earth, qu'on trouve dans Google Earth, c'est tout à fait remarquable. Alors, ce qui est embêtant, c'est que Google Earth ne donne pas son secret de fabrication. Ils ont leur propre géodésien qui ne disent pas comment ils font. Mais ce qu'ils font est bien fait. Et à tel point que maintenant, pour la science, pour pas mal d'applications, on peut vraiment utiliser Google Earth. Il faut faire attention, il faut faire des contrôles, mais c'est un vrai outil de travail puissant pour la recherche scientifique. Donc, on peut dire que ce sont des cartes. Est-ce que l'armée utilise Google Earth? Il faut leur demander. Moi, ils ne me disent pas. Vraisemblablement, oui. Et aussi Google Maps, et tout, je pense qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont sous la main. En tout cas, des produits d'une si grande qualité, c'est très certainement.
Alors, dans Google Earth, il y a une évolution qui est peut-être passée inaperçue il y a une dizaine d'années aussi. On pouvait, jusqu'à il y a 10 ans, mettre ses propres photographies dans Google Earth, librement. Donc, moi, ça ne me plaisait pas beaucoup, mais je m'étais amusé pour en mettre une ou deux là, sur l'Etna, justement, pour vérifier que je savais le faire. Et puis, c'est comme ça, on trouvait des photos de toute la Terre. Moi, donc moi, j'aimais bien me promener dans Google Earth pour aller, je ne sais pas, moi, sur les terres François-Joseph, là-bas, au nord de la Russie, ou voir qu'est-ce qui se passe, ça ressemble à quoi, je ne sais pas, moi, les îles Sakhalines, ou ce que vous voulez, ou l'Amazonie. Et ces photos, aujourd'hui, on ne peut plus les mettre. Il y a eu une régression dans la liberté, je dirais, de mettre des choses publiquement en ligne. On ne peut plus aujourd'hui ajouter soi-même ses propres documents dans ce support-là. Et de la même manière, il y avait, si vous avez peut-être pas remarqué aussi, mais dans Google Photos, là, quand vous mettez vos photos dans Google Photos, auparavant, vous pouviez les géoréférencer. C'est-à-dire, il y avait une application pour mettre où ça se trouvait, et ça, on ne peut plus le faire non plus. C'est-à-dire que Google, sans doute d'autres, ont fait marche arrière dans la possibilité pour le public de dire où se trouve, de donner des photos géoréférencées ou de dire où se trouvent des photos. Et pour préserver la liberté des gens ou pour préserver leur sécurité.